Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous socio-économique d'EconoFacile. Pour ce numéro de votre magazine, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux M. Simon Mwamba, qui est un économiste, mais aussi un expert comptable. Il est également enseignant à l'Université libre de Kinshasa, à qui je dis M. Simon, bonjour et bienvenue à EconoFacile. Bonjour Madame Sandrine. Voilà, avec lui, nous allons parler de l'adoption de la loi autorisant de la ratification de la zone libre d'échange africaine, continentale africaine, mais également de la crise qui vit la République démocratique du Congo. Quel sera son impact sur l'économie de la RDC? Voilà, M. Simon, vous êtes expert comptable, vous êtes également un économiste, mais aussi un enseignant. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir de vous? Merci. D'abord, je vous remercie, Madame Sandrine, d'être passée ici à mon cabinet d'expertise comptable. C'est vrai que je suis expert comptable agréé à l'Ordre national des experts comptables, inscrit donc au tableau. Mais vous savez, les travails ou les rôles de l'expert comptable, c'est accompagner les entrepreneurs. Et je me retrouve aussi être administrateur dans une grande corporation patronale de la place. Et aussi, j'exerce quelques fonctions à caractère économique au tribunal de commerce. Et tout ceci m'a permis de rentrer dans le monde économique. Je suis donc un chef d'entreprise et opérateur économique. Voilà, aujourd'hui avec vous, nous allons parler de la ZLECAf. Qu'est-ce qu'est la ZLECAf? Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette loi-là? D'abord, il faut dire que les projets ou l'accord de la création ou l'accord portant la création de la zone de libre-échange continentale africaine, les ZLECAf en cycle, c'est un processus de longue haleine. C'est un projet qui commence très longtemps, voire même à la création de l'organisation de l'Union africaine. Les pères fondateurs de l'Union africaine avaient pensé à mettre en place un marché commun, un marché unifié pour les commerces intra-africains, pour les échanges entre les pays africains. Et je pense qu'en 2018, au mois de mars, si j'ai encore bonne mémoire, parce que je participais à plusieurs ateliers ici en RDC sur la ZLECAf, alors l'accord a été signé par certains pays africains. Et aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, il y a 54 pays africains qui ont signé l'accord. Et il y a eu plus d'une trentaine de ratifications. Et je pense qu'au cours de cette émission, nous parlerons aussi de la ratification de la RDC qui est en cours. Et d'ailleurs, demain, il y aura examen au niveau du Sénat de cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée a transmis la loi au Sénat pour que le Sénat puisse l'examiner aussi. On en parle aujourd'hui en République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale qui a adopté le projet autorisant la ratification de l'accord portant création de la ZLECAf. Comme vous venez de dire, de ces faits, la République démocratique du Congo importe plus des produits de première nécessité et c'est évident que nous puissions entrer également dans cet accord. Oui, aujourd'hui, madame, vous savez, ce n'est plus le moment de parler, de rentrer dans cette zone ou dans la ZLECAf, parce que la République démocratique du Congo avait adhéré au traité ou à l'accord, et aujourd'hui, les processus de ratification est en cours. Donc ce n'est plus le moment. Aujourd'hui, les vraies questions qu'on puisse se poser, c'est dire quels seront les avantages ou les inconvénients que la RDC puisse rentrer dans cette zone de libre-échange. Mais il faut savoir que même si nous ne rentrons pas dans cette zone, dès lors que nous avions déjà adhéré au traité, il faut un minimum, je crois, de 22 États partis qui ratifient l'accord pour que l'accord devienne effectif, pour que l'accord rentre en vigueur. Donc, ça ne demande pas, ça n'attend pas la ratification de la RDC pour que l'accord puisse être appliqué par les autres États. Alors, il ne faut pas que nous puissions toujours tout le temps rester en arrière, parce que là, le train de la ZLECAf est lancé. Il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Et je pense que ce n'est pas pour la première fois que la RDC rentre dans une zone de libre-échange. Parce que la RDC est dans la SADC, COMESA et d'autres CER, ce qu'on appelle communauté économique régionale. Il y en a plusieurs et la RDC est partie à ces accords-là et ces accords-là existent.
peut-être la question, c'est de savoir est-ce que la RDC a bénéficié de ces accords-là. Et là, je crois que ce n'est pas vraiment... Parce que d'autres politiques, d'autres députés n'ont pas partagé, n'étaient pas d'avis par rapport à l'adoption de cette loi, mais comment est-ce que vous pouvez dire que c'est avantageux pour nous, étant donné que la majorité, une partie des députés n'était pas d'accord avec eux? Je crois qu'au niveau de la RDC, il y a eu beaucoup d'ateliers sur la ZLECAf. Il y a eu beaucoup, parce qu'il faut comprendre la structure institutionnelle, les cadres institutionnels de la ZLECAf. Vous avez la conférence des présidents, vous avez les conseils des ministres, vous avez plusieurs comités, tant nationaux que régionaux, pour discuter de ces choses-là. Ces choses-là, normalement, c'est pas à l'Assemblée nationale qu'on a le temps de peser les pour et les contre, parce qu'il n'y a peut-être pas des éléments techniques. Ce sont des préalables qui se font bien avant que la loi n'arrive et la loi ne soit portée devant les députés. Et je crois qu'il est l'actuel ou le ministre sortant du commerce extérieur a travaillé beaucoup. Et moi-même, je participais aussi à beaucoup d'ateliers sur la ZLECAf. Je crois qu'il faut à un certain moment, je ne donne pas raison à ceux qui sont contre ou à ceux qui sont pour, mais moi je suis scientifique, je reste dans des éléments probants et je reste dans des analyses scientifiques des avantages et des inconvénients de la loi. Je crois que ceux qui disent qu'il ne faut pas rentrer dans cette zone ont en partie raison. Ils n'ont pas du tout tort, et ceux qui disent qu'il faut rentrer n'ont pas aussi tort. Ça veut dire qu'il faut essayer de voir les justes milieux. Aujourd'hui, le monde devient comme un village planétaire. Et je crois qu'il ne faut pas rester en marge des organisations régionales. Et surtout qu'on parle bien d'une zone continentale. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans la danse comme tout le monde, au lieu de rester en marge des autres pays qui vont aller plus loin. Moi, je crois qu'il faut beaucoup travailler sur ces points-là. Vous savez, madame, je vous donne un exemple. La RDC a adhéré à l'OADA, 17 pays en Afrique. Mais nous étions presque les derniers à y entrer. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, les professionnels de la comptabilité, nous sommes menacés. Parce qu'il y a nos confrères des autres pays qui étaient déjà avancés dans cette organisation, qui ont quand même une longueur d'avance par rapport à certains. Ils ont eu à bénéficier de quels avantages par rapport à leur génération? Je dirais, bon, je voudrais vous donner les avantages qu'il y a à adhérer à la ZLECAf et les inconvénients qu'il y a par rapport à la RDC. Je ne veux pas parler des autres pays africains. C'est vrai que bon, on a eu à séjourner dans ce pays-là, on connaît. Mais parlons d'abord des personnes qui disent que la RDC n'est pas prête à rentrer dans cette zone. Ben, c'est vrai. Regardons d'abord au niveau national les obstacles qu'il y a à rentrer dans cette zone. D'abord, regardez la structure économique de la RDC. Nous avons une économie presque informelle. Il y a plusieurs opérations économiques, des transactions économiques qui ne passent pas par les formels. Vous avez des entreprises qui travaillent je dirais, dans les noirs. Et ça, c'est déjà un problème des structures de l'économie congolaise qui est caractérisée par l'informel. Alors ça, c'est un obstacle parmi tant d'autres. Je peux aussi vous citer ici, au niveau intérieur, les échanges entre les provinces de la RDC. Mais il y a des provinces qui sont enclavées et des provinces qui ne sont pas en contact avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez des infrastructures, disons, il n'y a pas les réseaux routiers, il n'y a pas des infrastructures aéroportuaires suffisantes, et les voies maritimes, il n'y a pas... Mais tout ça, ce sont des obstacles qui font peut-être que... On parle de l'intégration de l'Afrique, ça veut dire qu'on va connecter tous les pays africains, mais si déjà au niveau interne, avec ces pays aux dimensions continentales, on n'a pas l'intégration économique au niveau interne, c'est un obstacle pour la RDC d'être intégrée
en Afrique, alors qu'au niveau national, on n'est pas encore à un niveau acceptable d'intégration. Et je citais les infrastructures, on a un déficit énergétique. Aujourd'hui, l'économie en dépend également. Voilà, aujourd'hui on est en déficit énergétique. L'énergie, l'électricité, vous savez comment ça se passe, madame. Aujourd'hui, pour transformer même les produits qui viennent, les produits agricoles, parfois les produits non agricoles, il faut de l'électricité. Mais ce sont des obstacles qui peuvent faire que la RDC aura du mal à tirer profit de cette zone de libre-échange. Je peux vous citer encore l'insécurité qu'il y a dans certaines zones. Vous avez l'insécurité dans certaines zones et dans ces zones-là, il n'y a ni avion qui atterrit, il n'y a ni véhicule qui arrive. Et vous trouvez dans ces zones-là qu'il y a des matières, parfois des produits agricoles en quantité vraiment suffisante et voire même exportables qu'on peut exporter. Parce qu'il faut dire que l'intégration ici, c'est la capacité du pays à produire. On parle bien de l'outil de production. Parce que ce sont des échanges intra-africains. Ça veut dire qu'il faut que les pays qui peuvent produire puissent produire pour aller vendre dans d'autres pays africains. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les Africains ne commercent pas suffisamment entre eux. On parle de 16 à 17% des commerces intra-africains. Alors que quand vous prenez d'autres continents comme l'Europe, on parle de 70% des commerces entre les pays européens, on parle en Asie de 50%. Alors, vous voyez que l'Afrique ne commerce pas entre les pays africains, et ça, c'est un vrai problème. Il faut donc cette intégration pour que les pays africains puissent ouvrir les marchés. C'est quand même 1,2 milliard de consommateurs. C'est vraiment une opportunité pour les pays africains. Et je n'aurai pas ici le temps de déballer tous les obstacles ou tous les freins à l'entrée de la RDC dans cette zone de libre-échange économique. Voilà, M. Simon, la zone de libre-échange continentale africaine a pour objectif de faire de l'Afrique le plus grand marché mondial. Comme les défis à relever et la réduction des barrières douanières entre pays, entre eux, la promotion des échanges intra-africains. Mais est-ce que la République démocratique du Congo sera capable, est-ce qu'elle est éligible à cette voilà. Aujourd'hui, attendons ce qui va se passer au Sénat demain, mais aujourd'hui sur le plan technique, aujourd'hui quand vous regardez l'économie congolaise, nous sommes un pays qui exporte plus les matières premières, parce que nous n'avons pas un tissu industriel pour transformer nos produits agricoles ou nos produits non agricoles. Et nous avons un potentiel énorme. La RDC, c'est un scandale, comme on a toujours dit. Maintenant, est-ce que la RDC peut rentrer dans cette zone? Mais la question, juridiquement, la question ne se pose plus, parce que la loi va être ratifiée et la loi va être en vigueur. Et aujourd'hui, on parle de l'établissement des concessions tarifaires et des critères d'origine pour les produits qui vont rentrer dans cette zone-là. Maintenant, il faut dire que la suppression progressive, parce que ça va se faire sur 10 ans, la suppression progressive des barrières tarifaires ou non tarifaires, ce n'est pas aujourd'hui. Et on ne dit pas là que, voilà, on a ratifié la loi aujourd'hui, et demain, les pays limitrophes ou les pays africains commencent à déverser leurs produits en République démocratique du Congo. Il faut dire qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Et l'accord lui-même prévoit des étapes, c'est tout un processus, et ça prendra une dizaine d'années, voire même 15 ans, pour arriver à supprimer totalement les barrières tarifaires ou non tarifaires. Et aussi, l'accord a prévu des mécanismes pour soutenir les économies vulnérables comme la nôtre. Parce qu'il faut dire que tous les pays africains n'ont pas le même niveau d'industrialisation. Il y a des pays qui sont avancés, les pays comme le Nigeria, les pays comme l'Afrique du Sud ou le Maroc,
ces pays-là sont en avance par rapport à l'industrialisation. Ils transforment. Et c'est là où il faut qu'on puisse aussi saisir cette opportunité pour revoir notre plan d'industrialisation, pour revoir la manière dont nous voulons être dans 10 ans. C'est vrai qu'il y a déjà de la volonté politique, parce que la loi va être ratifiée, mais derrière, il faut un grand travail, faire un plan d'action, un plan industriel pour la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que nous puissions continuer à exporter les matières premières. Il va falloir que nous puissions un jour créer des industries, peu importe la provenance du capital, mais il faut créer des industries qui permettront à la République démocratique du Congo de transformer ces matières premières et avoir des produits finis ou semi-finis à exporter. Parce qu'il faut dire que les règles d'origine seront strictes. Il faut démontrer que les produits que vous allez exporter, et bon, au niveau des contenus, que ces produits ont été fabriqués dans l'un des États partis, mais je crois que la question ne se poserait pas parce que l'accord lui-même prévoit des mécanismes de soutien aux économies vulnérables et aux pays moins industrialisés. Voilà, je voudrais revenir sur ça par rapport aux économies vulnérables. Simon, selon vous, l'adoption de la mise en application de la loi de la ZCAF, est-ce qu'elle aidera à la RDC de booster ou attirer des profits par rapport à cette adhération, et puis développera l'économie nationale du pays par rapport à tout ça? Est-ce qu'on aura des opportunités pour que cette économie soit également compétitive par rapport aux autres économies de l'Afrique? Oui, mais bien sûr, madame. Aujourd'hui, il faut voir que la RDC, c'est vraiment un pays continent au cœur de l'Afrique. Nous avons un pays qui regorge plusieurs matières premières et ces matières premières sont transformées par les pays européens, américains, mais qui reviennent déverser les produits finis en République démocratique. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous puissions avoir des bons négociateurs, il faut un lobbying fort au niveau des autorités publiques pour convaincre les personnes qui viennent, par exemple, prendre les matières premières de la RDC pour aller transformer à l'extérieur. Il faut arriver à négocier avec eux pour qu'ils viennent installer leurs usines ici, leurs fabriques, leurs outils de production en République démocratique du Congo. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça va se jouer au niveau politique? Il faut que les pouvoirs publics, les autorités qui sont en place puissent avoir les temps de mettre des personnes qu'il faut pour gérer ces dossiers de la ZLECAf et surtout impliquer le monde économique. Je vous dis que moi-même, je suis administrateur dans une coopération patronale. C'est très important d'en parler. Les opérateurs économiques aujourd'hui, parfois, ils ne sont pas informés. Les opérateurs économiques ne sont même pas au courant. Il faut créer ces lobbying-là, il faut sensibiliser, il faut vulgariser l'accord et il faut accompagner les mondes économiques. Il faut aller vers les mondes économiques pour essayer d'accompagner l'industrialisation du Congo. Et si vous voulez parler des avantages, mais c'est déjà un grand avantage d'avoir un marché aussi vaste. C'est le plus grand marché au monde en termes d'intégration. Donc, vous avez presque 1,2 milliard de consommateurs. Donc, pour la RDC, c'est déjà l'ouverture au reste de l'Afrique. Et avec les potentiels, il faut transformer ces potentiels en produits finis pour que nous puissions aller vendre. Mais ça va créer aussi de la croissance. Ça va créer de la croissance, ça va créer des échanges intra-africains, ça va créer de l'emploi. Parce que s'il y a des usines qui viennent s'installer au Congo pour aller vendre à l'extérieur, il y aura de l'emploi. Et avec l'emploi, ça va résorber les chômages, il y aura l'augmentation du commerce. Et aussi, ça crée aussi des recettes, les recettes de l'État aussi, sans savoir qu'aujourd'hui, avec cette zone, dans notre budget, nous avons une grande partie qui provient des droits des douanes. Alors là, on parle de la suppression des droits des douanes. Donc il faut que l'État congolais puisse déjà
voir comment on va compenser ce qu'on va perdre, parce qu'il faut libéraliser les commerces entre pays africains, et on va renoncer à une bonne partie de nos recettes douanières, surtout liées aux imports-exports. Je pense que les droits d'assises vont rester et qu'il faut travailler, parce que plus il y aura des entreprises qui vont créer, les droits d'assises vont augmenter et ça va compenser peut-être les droits des douanes auxquels on sera obligé de renoncer. Étant donné que les douaniers, c'est peut-être ces derniers temps, il y a une augmentation. Oui, c'est vrai que la grille tarifaire, c'est vrai que parfois par nécessité des recettes fiscales ou des recettes publiques, on revoit de temps en temps les tarifs des droits des douanes. Parmi les pays qui fait payer les douanes, en fait, c'est les plus chers. Je pense que ça, madame, j'entends toujours les gens dire que la RDC a la douane la plus chère au monde, mais moi je m'inscris en faux. C'est faux parce que quand vous prenez les accords de l'OMC, les accords des GATT, vous regardez ce qui est conseillé en termes des droits des douanes, vous verrez que la RDC n'est pas au-delà des droits des douanes conseillés par les organisations internationales, parce que nous sommes partis OMC, nous avons plusieurs accords sur le plan du commerce mondial. Le problème avec notre douane, ce n'est pas les droits des douanes en soi, mais c'est tous les frais et droits qui viennent en ajout aux droits. Je vais vous dire, quand vous prenez le bulletin de liquidation, vous allez voir, vous trouvez les FPI, vous trouvez le GFREM, vous trouvez... Il y a tellement de frais qui viennent qu'en dernière ligne, l'opérateur économique a le sentiment que la douane est chère. Alors, si on se met dans l'hypothèse où l'État enlève tout ce qui est frais connexes aux droits des douanes, vous verrez, madame, que les droits des douanes ne sont pas aussi exorbitants qu'on les pense. C'est vrai que c'est trop technique, peut-être que je ne me fais pas comprendre, mais il faut regarder la structure de notre douane, la structure de tous les frais qu'on paye à l'import comme à l'export, pour vous rendre compte que ce qui alourdit les droits des douanes, c'est plutôt les frais connexes et tous les autres établissements comme OCC, FPI, tout ça, ça vient en ajout et du coup, ça fait gonfler l'enveloppe des douanes et du coup, on dit, bon, pour les non-professionnels qui disent, bon, la douane est plus chère en République démocratique du Congo, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais Simon, quelles sont les entreprises qui accompagnent l'accord de la SLECAF? Bon, c'est l'accord, comme je vous ai dit, au niveau institutionnel, l'accord a des organes. Et au niveau des organes de la SLECAF, d'abord, vous avez tous les présidents africains qui se réunissent autour de la conférence des présidents. Donc, ce sont les présidents qui donnent les grandes orientations, tous les présidents. Et d'ailleurs, il semble que notre président va être à l'Union africaine. Voilà, président de l'Union africaine, j'en sais pas trop. Mais ce sont les présidents. Après les présidents, vous avez le ministre des commerces de tous les pays membres, ce qu'on appelle les conseils des ministres. Après, vous avez les comités régionaux, des comités techniques. Et au niveau de la RDC, je pense que c'est piloté par le ministère du Commerce extérieur. Et vous avez différents comités nationaux qui sont constitués pour accompagner les pays, surtout dans l'élaboration des concessions, des listes tarifaires. Parce que c'est plusieurs produits, hein, c'est plus de 6000 lignes des produits qu'il faut aller voir, qu'est-ce que nous pouvons céder, qu'est-ce que nous ne pouvons pas. Et tout ça, c'est piloté par des comités nationaux avec les pouvoirs publics. C'est un travail de titan parce que maintenant, il faut le faire. Tous les pays vont déposer leurs concessions tarifaires. Et nous pensons qu'au niveau de la RDC, il y a déjà des équipes qui sont à l'œuvre pour sortir les listes tarifaires. Face à cette adoption de la proposition de loi sur la SLECAF, vous étant expert, que proposez-vous afin d'arriver au
Alors, nous accompagnons les entreprises, nous accompagnons les hommes d'affaires, les opérateurs économiques de la FEC, de la Copemeco ou d'autres organisations patronales. Alors, d'abord, notre métier, c'est l'accompagnement des entreprises. Parce que vous savez, vous pouvez être homme d'affaires, mais la gestion de l'entreprise, certaines choses, il faut gérer avec les professionnels. Ce que nous pouvons dire déjà, c'est qu'au niveau du pays, il faut informer. Il faut informer les opérateurs économiques, il faut informer le public, il faut sensibiliser, il faut des campagnes de sensibilisation, il faut impliquer toutes les parties prenantes. Parce que ces choses-là, ce n'est pas le fonctionnaire qui n'est pas dans le monde économique, qui s'assoit dans son bureau pour faire des listes. Non, non, non. Il faut l'implication de toutes les parties prenantes ici. Nous avons les représentants des hommes d'affaires, nous avons les représentants du monde économique. Il faut les associer. Il faut les associer pour faire. Et je crois qu'il faut aussi avoir des représentants de ces organisations-là autour du ministère attitré. Et ça, c'est la première des choses. Parce que si les commerçants ne sont pas informés, si les commerçants ne sont pas sensibilisés, ils ne pourront pas se préparer, en fait, pour aller vendre à l'extérieur dans d'autres pays africains. La deuxième des choses, c'est qu'il faut, mais c'est peut-être sur le long terme, il faut industrialiser les pays. Le pays n'est pas industrialisé. Le peu d'industrie qu'il y avait au Congo, je ne sais pas si vous en voyez, vous, mais moi, je vous dis que même la zone industrielle qu'on appelle Limité industrielle, moi-même j'habite à Limité industrielle, mais il n'y a aucune industrie là-bas. Alors, il faut industrialiser les pays, il faut vraiment revenir sur les plans industriels et voir comment on peut attirer les... Regardez ce qui se passe autour de nous. Vous avez autour de nous des petits pays et qui négocient, vous voyez, des grandes usines automobiles qui s'installent par exemple dans tous ces petits pays autour de nous. Alors il faut que nous puissions nous poser la question, mais ils vont vendre où? Mais ils se sont préparés pour venir vendre en RDC. C'est ça le problème. Pendant que nous sommes, excusez-moi, dans les discussions des politiciens, et on est vraiment à la traîne parce qu'on n'a pas des industries, on n'a pas un tissu industriel, on se contente. Quand vous regardez la balance commerciale de la RDC, qu'est-ce que nous exportons aujourd'hui? Parce qu'il faut avoir des produits pour aller vendre. C'est le moment pour nous de nous préparer pour que nous puissions transformer nos matières premières, transformer nos produits agricoles et non agricoles que nous pouvons aller vendre dans le reste des pays. La deuxième chose, il faut intégrer les pays au niveau national. Il faut que toutes les provinces puissent être en mesure de transformer leurs matières premières ou leurs produits et créer des infrastructures routières, aéroportuaires. Tout ça, ça fait partie des préalables. En tout cas, ça fait partie des préalables qu'il faut avoir avant d'intégrer. Mais comme nous y sommes déjà, je crois, à mon humble avis, qu'il ne faut pas arrêter les trains, mais il faut plutôt mettre un peu de turbo pour avoir un plan d'industrialisation qui soit cohérent. Mais tout ça, madame, c'est aussi les recettes publiques. Vous savez, je vous ai dit que l'économie est presque informelle. Et les recettes publiques ne suivent pas. Parce que pour créer toutes ces infrastructures, il faut de l'argent. Alors on ne peut pas toujours aller nous endetter, Banque mondiale, FMI, BAD, ceci, pour des infrastructures. Je crois qu'il faut s'endetter pour des vrais investissements. Mais les infrastructures, je dirais, des petites choses qu'il faut faire, il faut plutôt renforcer la capacité des administrations fiscales, toutes les régies financières là, à accroître un peu les recettes fiscales. Et en ce moment-là, les pays peuvent être en position de bénéficier de la zone. Sinon, la RDC sera un dépotoir, un pays de consommation. Voilà, monsieur Simon, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission parce que la matière y est. Par rapport à la crise institutionnelle qui vit à présent notre pays,
quel serait son impact sur l'économie du pays? La crise institutionnelle, bon, ça je n'en sais rien parce que je ne suis pas un opérateur politique, je suis plutôt un opérateur économique. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons une crise sanitaire qui a créé une crise économique. Maintenant, moi-même, je participais à l'élaboration du plan multisectoriel des relances de l'économie. Ce plan a été lancé par les chefs de l'État il y a quelques mois. Alors, qu'en est-il de ces plans-là? Je crois que tout a été mis dans ces plans-là. Comment on peut relancer l'économie congolaise? Aujourd'hui, il faut un nouveau paradigme. Aujourd'hui, il faut essayer de trouver des mécanismes de sauvetage des entreprises. Autant pour les humains qui sont en train de mourir de Covid-19, autant pour les entreprises sont en train de fermer, il y a beaucoup de suppression d'emplois. Une entreprise, c'est comme un être vivant. Il faut essayer de sauver les entreprises, il faut que l'État trouve des moyens, il faut que l'État mette à la disposition des entreprises des outils, tant fiscaux, juridiques, qui puissent permettre aux entreprises. Il ne faut pas fermer une seule entreprise au Congo parce qu'on n'en a déjà pas. Alors, il faut que les plans de relance, les plans multisectoriels dans son volet économique, il faut appliquer ces mesures-là. Il faut appliquer pour sauver l'économie. C'est vrai qu'on va se concentrer à la politique, mais quand vous vous concentrez à la politique, mais l'économie, c'est le social. Donc pour moi, il faut un plan. Et ce plan-là a été sorti par les experts. Moi-même, je participais à l'élaboration de ces plans-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de recommandations pertinentes dans ces plans-là que nous avions formulés et que si on met en application ces plans-là, l'économie peut se redresser. Mais ce n'est pas aussi facile parce que c'est une crise planétaire et c'est difficile. On ne sait pas dans combien de temps l'économie va se redresser. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Merci Simon, votre mot de la fin. Je vous remercie, madame, d'être passée. Je dirais cette émission où les thèmes nous intéressent beaucoup. On aimerait peut-être avoir beaucoup plus de temps pour parler de la ZLECAf, pour sensibiliser les opérateurs économiques, sensibiliser les pouvoirs publics et en parler. Il faut en parler parce que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup des opérateurs économiques ne connaissent pas la ZLECAf et c'est quand même dommage. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que j'ai reçu sur ce plateau M. Simon Mwamba, qui est l'expert comptable, mais aussi un économiste. Il est également un enseignant. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.